bonsoir à tous. Comme chaque dimanche, je vous retrouve dans BBC Hebdo pour la rétrospective des temps forts de la semaine. Après avoir été balayé par le cyclone Pam, l'archipel de Vanuatu a commencé la semaine en comptant ses morts et en évaluant les dégâts matériels. Oxfam a qualifié le cyclone qui a ravagé l'archipel de pire catastrophe jamais vue dans le Pacifique. Le bilan provisoire est de 11 morts. De nombreuses maisons ont été rasées à Tarili-Aribla. Le monde au chevet d'une nation éprouvée. L'aide d'urgence de la Grande-Bretagne est en route vers Vanuatu. Des militaires néo-zélandais et australiens ont été les premiers à apporter leur soutien. Des milliers de maisons ont été détruites ou gravement endommagées. Elles n'ont pas pu résister à la force de la nature. Et le port de la capitale porte encore les traces de l'une des tempêtes les plus puissantes du Pacifique Sud. Le principal hôpital de la ville a été évacué en raison de craintes sur la sécurité du bâtiment. Mais des blessés arrivent toujours. Pour les médecins, il y a un besoin urgent de médicaments et de donneurs de sang. 3 jours après le cyclone, pas d'informations sur le sort des populations dans les zones les plus reculées. Les communications ont été coupées et il faut des jours, voire des semaines avant d'en savoir plus. C'est un monstre qui a frappé le peuple de Vanuatu. C'est un revers pour le gouvernement et le peuple de Vanuatu. Tout le développement a été anéanti. Cela veut dire que nous devons recommencer à nouveau. La catastrophe au Vanuatu a été causée par cette masse tourbillonnante qui couvrait la quasi-totalité de l'archipel. Pour le président du pays, le désastre a mis un frein au développement de Vanuatu. La communication entre Vanuatu et les îles à l'extérieur n'est pas bonne quand on a un meilleur temps. Dans de telles situations, nous sommes littéralement coupés de ces zones. Il faut un travail énorme pour savoir ce qui se passe sur ces îles. Le nettoyage a commencé, mais il pourrait prendre des mois, voire des années pour que la situation redevienne normale. Ce n'est pas seulement le manque d'abri qui est la plus grande préoccupation. L'approvisionnement en eau et en nourriture est également un enjeu majeur. Les sondages le donnaient vaincu. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, est finalement sorti grand vainqueur des élections législatives. Il affirme désormais n'être plus opposé à une solution à 2 États. C'est un vrai triomphe. Son parti, le Likoud, a remporté 30 sièges au Parlement, soit plus que prévu. Bibi, comme le surnomment les Israéliens, est en position de former un nouveau gouvernement de coalition et assumer un 4e mandat, Mamadou Moussaba. Une campagne de longue haleine. Mais l'opposition israélienne commence à croire que sa ténacité va payer. Ici, personne n'a jamais remporté la majorité absolue. Et gagner revient plutôt à composer une puissante coalition de partis qui s'accordent sur des questions comme l'éducation ou le logement. C'est ce qu'affirme avoir fait le leader d'opposition Yitzhak Herzog au terme d'une campagne mouvementée. C'est un référendum sur de nombreuses questions qui dérangent le public israélien. Les gens ont tendance à l'oublier, mais oui, c'est un référendum pour savoir si nous voulons continuer d'avoir Netanyahou ou le changement. Gagner, c'est battre cet homme. Benjamin Netanyahou est un habitué des campagnes électorales. Ces images ont été filmées non par des journalistes, mais par son propre parti, pour montrer qu'il comprend le problème de la vie chère, sur lequel il est souvent critiqué par l'opposition. Lors des débats, les alliés du Premier ministre ont défendu sa stature d'homme d'État et de dirigeant crédible sur les questions sécuritaires dans ces temps incertains au Moyen-Orient. Netanyahou est très apprécié comme leader, capable, expérimenté et compétent. Et dans les sondages, si vous demandez qui peut endosser le rôle de Premier ministre d'Israël, qui est le plus compétent, Netanyahou est très largement en tête. La gauche a montré qu'elle avait l'énergie de mobiliser ses partisans. Mais au final, la victoire dépendra avant tout de la participation dans les bureaux de vote demain.
et de savoir quel sera celui qui saura ficeler la coalition de partis la plus solide. Les militants pro-démocratie sénégalais et burkinabés arrêtés le week-end dernier à Kinshasa ont été expulsés mercredi soir après avoir été déclarés persona non grata. Ils participaient à une conférence organisée sur la bonne gouvernance et la démocratie. Et dans l'est de la RDC, à Goma, une dizaine de militants congolais qui manifestaient par solidarité ont été aller-retour interpellés à Kinshasa. Le point avec Maud Julien. Une conférence de presse pour annoncer le lancement d'une nouvelle plateforme de la société civile. Dans le panel, des militants pour la démocratie connus, venus du Sénégal, du Burkina Faso et de plusieurs régions de la RDC. C'est pour dire que le problème de l'Afrique, ce sont nous les Africains et la jeunesse africaine qui est une force extraordinaire qui n'arrive pas à prendre conscience de son énergie et de sa force, refuser d'être manipulé, d'être instrumentalisé et de mettre sa force au service de son développement et des transformations de la société pour arriver à ce développement et à cette démocratie. Des artistes, des journalistes et un diplomate américain sont aussi présents. Tout se déroule dans le calme, puis la police militaire fait irruption. Les arrestations sont brutales, notre équipement est confisqué. 4 heures plus tard, la presse et le diplomate sont libérés. Les militants et les artistes, eux, passent encore 4 jours en détention. Il s'agit en fait d'une tentative délibérée de déstabilisation des institutions de notre pays, auxquelles les initiateurs de ce projet avaient décidé de s'en prendre par tous les moyens, y compris l'extrémisme violent. Les 3 militants sénégalais et le burkinabé sont finalement expulsés hier soir. Les poursuites contre eux sont abandonnées. Mais la plupart des Congolais arrêtés sont encore sous les verrous. Les personnes qui sont venues, qui se battent pour la démocratie en Afrique, les droits humains, sont bien connues. Le mouvement Y'en a marre est bien connu, les balais citoyens burkinabés est bien connu et les organisateurs ici en République démocratique du Congo sont bien connus. Et ces gens sont venus pour un atelier d'échange, d'information, partage d'expériences. Et ça, c'est pour consolider la démocratie en Afrique, ici en République démocratique du Congo. Donc il n'y a pas de raison, de prétexte à dire qu'ils sont venus pour apprendre les gens à monter l'insurrection ou à soulever la population contre le gouvernement. Ça, c'est tout à fait faux. Plusieurs gouvernements étrangers ont exprimé leur inquiétude face à ces arrestations en masse. Ils ont condamné l'usage excessif de la force et rappelé l'importance de la liberté d'expression. Ce n'est pas la première fois cette année que le gouvernement montre ses dents face à la critique. En janvier, plus de 40 personnes sont mortes, selon les groupes de défense des droits de l'homme, quand les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur des manifestants contre un projet de loi qui aurait prolongé la durée du mandat du président Joseph Kabila. Cette dernière vague d'arrestations fait craindre une nouvelle détérioration du climat politique à l'approche de la présidentielle de 2016. Le groupe État islamique a revendiqué jeudi l'attaque du musée du Bardo perpétrée la veille à Tunis. L'attentat a fait 23 morts de 20 touristes étrangers. Dans sa revendication, l'État islamique qualifie la Tunisie de repère d'infidèles et les 2 assaillants de chevaliers du califat, les 2 assaillants qui se seraient entraînés en Libye, Hélène Alex. Un mercredi noir. C'est ainsi que la date d'hier restera dans la mémoire collective en Tunisie. Le pays a assisté médusé à l'attaque du musée le plus célèbre de la ville par 2 hommes armés. Ils ont tué 19 personnes et blessé des dizaines d'autres. Ce matin, à l'hôpital Charles-Nicolle, les survivants avaient encore du mal à réaliser. C'est arrivé tellement subitement. Bizarrement, je suis restée très calme face à la situation. Avec du recul, je m'aperçois que j'ai beaucoup de chance de m'en être sortie. Quand on a entendu les coups de feu, on s'est dit on va se mettre, parce qu'il n'y a pas d'abri. Alors on a pensé tout de suite que et si c'est pas moi, c'est un autre. Et puis après, on est parti, on a entendu du bruit, ta. Mais aucun blessé n'est plus dans un état grave. Ils sont bien, ils sont pris d'une façon excellente au niveau du côté psychologique. Oui. Les psychiatres, les psychologues, ils les ont accompagnés, ils sont au chevet des malades. Il aura fallu plusieurs heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de la zone. Et le gouvernement tente de comprendre comment les 2 hommes ont pu mener leur attaque au musée du Bardo à 2 pas du Parlement. Le pays est sous le choc, les journaux ne parlent que de ça. Et la communauté internationale a manifesté son soutien.
La France a perdu plusieurs ressortissants dans l'attaque. Ce nouvel acte en Tunisie témoigne de la gravité des risques auxquels nous devons faire face. Aucun pays n'est donc à l'abri. Aucune société n'est épargnée. Le monde musulman souffre tout aussi fortement du terrorisme djihadiste. Les attaques de djihadistes se sont multipliées dans le monde entier. Et à Tunis et ailleurs, au-delà de l'hommage rendu aux victimes, la question est comment empêcher que cela ne se reproduise ? La France a établi une nouvelle base militaire à Madama, dans le nord du Niger, juste au sud de la frontière libyenne. Paris espère ainsi parvenir à bloquer les flux d'armes et de combattants djihadistes. Déjà engagés dans les pays voisins, le Niger et le Tchad, les troupes françaises veulent empêcher des alliances trans-sahéliennes. Notre envoyé spécial Thomas Fessi s'est rendu à Madama. Voici son reportage. De sortie à la première lueur du jour, les parachutistes de la Légion étrangère avancent ce matin dans un vent glacial. Il fait 4 degrés autour de Madama. Nous avons pu les suivre en patrouille. La mission n'est pas évidente, reconnaître et fouiller un espace de sable vide. Il y a une centaine de kilomètres avant la frontière libyenne et nous sommes dans ce que l'armée française appelle une zone grise. C'est-à-dire que les autorités nigériennes ne contrôlent pas cette zone. En effet, la frontière est aux mains de milices et de groupes djihadistes. Et donc, l'armée française tente de sécuriser cette bande de désert pour empêcher les mouvements de djihadistes et d'armes vers le sud. Sur cette dune, le poste avancé des Français, pour les soldats, une veille silencieuse et solitaire. Nous voici aux portes de la Libye, la route de tous les trafics. Marchandises, drogues, armes ou migrants clandestins, tout transite ici. Un commerce lucratif sur lequel prospèrent groupes djihadistes et autres milices. Mais on arrive à mettre la main sur de l'armement, surtout lors de nos patrouilles, parce qu'il y a des véhicules qui tentent de contourner le checkpoint. Donc il nous arrive de conduire des patrouilles 2, 3, 4 fois dans le mois autour du poste. Et là, on arrive à mettre la main sur des véhicules qui transportent de l'armement ou de la drogue. Ici, les Français mettent les pieds dans la principale zone du militantisme djihadiste du Sahara. Inquiets que les trafics renforcent Al-Qaïda et ses alliés ou l'État islamique dans la région. Alors évidemment, ces groupes peuvent aussi descendre vers le Nigeria pour amener de l'armement. Il y a aussi du trafic de drogue qui finance le terrorisme et notre participation avec les Nigériens à des opérations au nord Niger est aussi pour stopper ces trafics et stopper ces trafics d'armes, pour couper le flux logistique vers le Nigeria et aussi vers le Mali, comme je vous l'ai dit. Pouvoir colonial hier, la France est aujourd'hui le gendarme du Sahara qui s'est donné pour impératif de casser les alliances mouvantes entre groupes extrémistes. Mais avec les insurgés nigérians de Boko Haram au sud et les vues expansionnistes de l'État islamique au nord, il n'y a pas que la météo qui risque d'afficher des perturbations prolongées. Thomas Fessi, BBC Afrique, dans le nord du Niger. Vendredi, c'était la journée du bonheur et nous allons nous quitter sur une belle histoire d'amitié tissée entre un homme et une lionne. Il y a 3 ans, Valentin Gruner a sauvé un bébé lion. Il a élevé dans un parc naturel au Botswana. Aujourd'hui, chaque fois qu'il se voit, la lionne lui fait un énorme câlin. Regardez, ça dure pendant plusieurs minutes. Les lions sont très sociables, dit-il, et il est toujours heureux de me voir, ajoutait Gruner. Extraordinaire. Continuez à vous informer sur notre site internet toute l'actualité africaine, internationale et sportive. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.